Bonjour. Dans ce cours, je vais présenter une introduction à l'algorithmique. En effet, ce cours est destiné à la branche SMP, deuxième année, semestre 3, au cours de l'année universitaire 2020-2021. Mon nom c'est Benali Mohamed Tej et je suis professeur du département informatique et voici mon mail pour toute information. Premièrement, nous allons voir comment les ordinateurs sont utilisés. En effet, les ordinateurs sont très importants dans beaucoup de domaines, comme les entreprises, les organisations gouvernementales et lucratives, les écoles universités, les hôpitaux et centres médicaux, et le domaine bancaire, et les voitures et les avions, et bien sûr beaucoup d'autres domaines. Maintenant, c'est quoi un ordinateur? Un ordinateur, c'est une machine qui est capable d'acquérir et de conserver les informations, effectuer les traitements, en effet les calculs, et de restituer les informations stockées. Le système d'un ordinateur fonctionne selon le modèle suivant. Entrée, c'est-à-dire les informations qui entrent des données brutes, traite une unité de traitement ou bien un processeur qui traite les informations par ordinateur, et des périphériques de sortie qui font que les informations sortent vers l'extérieur. L'ensemble du matériel et du logiciel constitue ce qu'on appelle un système informatique. Bien sûr, le côté matériel, c'est la partie physique ou bien hardware. C'est la partie qui compose l'ordinateur. Et la partie logicielle, c'est le programme chargé de l'ordinateur pour réaliser une fonction précise. Pour chaque tâche du PC, il y a normalement un programme. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux faire du traitement de texte, il y a Microsoft Word. Si je veux faire du traitement d'image, il y a Photoshop. Maintenant, c'est quoi un programme? Un programme, c'est un ensemble constitué d'une suite d'instructions compréhensibles par l'ordinateur en langage machine. Bien sûr, il suit un certain nombre d'instructions et bien sûr, qui contiennent les opérations à exécuter et la façon dont ils doivent être exécutés. En effet, un ordinateur, c'est une machine qui saisit, entre parenthèses, les périphériques d'entrée, stocke, autrement dit mémoire, traite, programme et restitue les informations. Donc on trouve données, instructions, traitement, et sur traitement, puis mémoire, puis résultat. On trouve plusieurs périphériques d'entrée et périphériques de sortie comme le micro, etc. et comme l'écran et le haut-parleur pour les périphériques de sortie. Et concernant le stockage ou bien la mémoire auxiliaire, on trouve les disques durs ou bien les clés USB ou bien les disques durs SSD. Un programme peut nécessiter des données, il peut aussi retourner un résultat. Exemple, on dispose d'un programme qui calcule la moyenne des notes. Bien sûr, on doit lui donner les données. Bien sûr, il doit nous retourner la moyenne. On trouve l'utilisateur dans les données. Il y a un échange entre le programme et la mémoire. Et là, on trouve les résultats. Concernant en général l'unité de commande ou bien l'unité de traitement, c'est l'unité centrale ou bien CPU. Et on trouve la mémoire centrale qui est la RAM. Bien sûr, il y a premièrement les prélèvements d'instructions, bien sûr les étapes, les fonctionnements du périphérique, l'unité de commande et la mémoire centrale. Il y a premièrement le prélèvement des instructions. Il y a l'exécution avec la possibilité d'échange avec la mémoire centrale et l'exécution d'une instruction d'échange avec un périphérique. Pour cela, on doit calculer, par exemple, si on veut calculer 12 plus 5, on donne le chiffre 12, 5. Et bien sûr,
12 va vers la mémoire du processeur, la 5 aussi va vers la mémoire du processeur, et on demande au processeur de faire l'addition. Et bien sûr, le contenu du résultat, il est dans la mémoire. Et on obtient le résultat qui est 17. Maintenant, comment on réalise un programme? Un programme suit euh, les étapes suivantes. Premièrement, il y a ce qu'on appelle un algorithme. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle une implémentation ou bien programmation. Et après, il y a ce qu'on appelle un programme. Avant de traiter c'est quoi un algorithme, il est bien de mentionner que la notion d'algorithmique a été inventée par Abu Abdullah Muhammad ibn Moussa al-Khawarizmi, qui est né dans l'an 580 après le Hijra et qui est mort à 850 après le Hijra. Nabawiya. Alors, comme première définition, c'est une description des différentes étapes permettant de résoudre un problème quelconque. Comme deuxième définition, c'est une suite d'instructions, une fois exécutée correctement, conduit à un résultat donné. Comme troisième définition, l'algorithme exprime les instructions résolvant un problème donné, indépendamment des particularités de tel ou tel langage. Pour conclure, un algorithme, c'est une description complète et détaillée des actions à effectuer et de leur séquencement pour arriver à un résultat donné. Elle a pour intérêt la séparation, l'analyse du codage et bien sûr, en termes de qualité, exactitude, efficacité en termes de temps et clarté en termes de compréhension et en général traite le plus grand nombre de cas possibles. Si on prend l'exemple d'une équation du deuxième degré, ax au carré plus bx plus c, on doit suivre les étapes suivantes. Premièrement, connaître les valeurs de a, b et c, calculer le discriminant delta est égal à b au carré moins 4ac. Si le delta est négatif, alors il n'y a pas de solution. Si c'est nul, alors il y a une seule solution, moins b sur 2a. Si c'est positif, alors il y a deux solutions. Pour écrire un algorithme, en général, on utilise un langage de description pseudocode ou bien un langage naturel. Un algorithme est composé de trois parties. L'entête de l'algorithme, la déclaration des variables et le corps de l'algorithme. Premièrement, on trouve l'entête. Il permet d'identifier les différentes variables. En fait, un en-tête permet d'identifier le nom de l'algorithme. Après, on trouve les déclarations, qui est une liste exhaustive des variables constantes, des structures, des fonctions, procédures, et bien sûr, les mots-clés, comme variable, constante, structure, fonction. Et on trouve le corps de l'algorithme, qui est la partie qui fait les tâches ou bien les opérations qui vont être exécutées par l'algorithme. Voici un exemple d'algorithme. On trouve ici algorithme SUM. SUM veut dire le nom de l'algorithme. Ici, on a besoin de déclarer deux variables entières, x et y. Alors, c'est la déclaration des variables. Et après, il y a ce qu'on appelle les instructions de base pour déclarer les variables. C'est-à-dire, x reçoit 4, y, x plus y. Alors, l'entête. L'entête d'un algorithme permet d'identifier ou bien de nommer un algorithme. Elle a comme syntaxe le nom qu'on met après le mot-clé algorithme qui est en bleu. La déclaration. La partie déclaration dans un algorithme contient une liste exhaustive des déclarations des variables, des constantes, des structures, des fonctions et des procédures. Ces différentes structures vont être utilisées dans le corps de l'algorithme. Premièrement, on trouve la notion de variable. Alors, en général, une variable, c'est un emplacement ou bien une adresse mémoire. Il permet de manipuler les valeurs sans connaître leur emplacement exact.
Bien sûr, leur emplacement se trouve dans la mémoire centrale avec une adresse que seul le système d'exploitation connaît. Mais nous, on connaît leur nom logique. Une variable possède une adresse binaire permettant répétant l'espace dans la mémoire vive et un nom lequel on donne pour pouvoir l'utiliser. Une valeur qui permet de travailler avec la variable et le type. Bien sûr, l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable peut être entière, réelle, booléen, chaîne de caractères. Et bien sûr, l'espace. Bien sûr, chaque type de variable a un espace mémoire et les opérations autorisées sur la variable. Bien sûr, ici, on a variable. Bien sûr, si on veut déclarer une variable, on utilise le mot-clé variable, nom de variable, de point, type de variable. Avec le nom de la variable qui est identifiant de la variable et le type de la variable qui est, qui est défini par le programmeur. Le choix des noms des variables est soumis à quelques règles qui varient selon le langage, mais en général, les variables sont nommées par des identificateurs alphanumériques. Un nom doit commencer par une lettre alphabétique. Il doit être constitué uniquement de lettres chiffres. En général, il ne doit pas y avoir d'espace. Il doit être différent des mots-clés réservés par le langage. Par exemple, comme Java, on trouve int, float, else, switch, case, etc. Donc, on ne doit pas utiliser ces noms-là. Et la longueur du nom qui doit être inférieure à la taille maximale spécifiée par le langage utilisé. Voici un exemple de quelques noms. On trouve le premier nom, Brawl, Brawl, etc., qui est correct parce qu'il contient des lettres et des caractères et il commence par des lettres. Le deuxième est correct aussi. Le troisième n'est pas correct parce que les deux premiers noms commencent par des chiffres et le troisième nom contient un espace. Aussi, le premier et le quatrième aussi sont interdits parce qu'il commence par des lettres et bien sûr le dernier à éviter. En général, pour nommer les variables, il faut être un petit peu prudent. Il faut choisir des noms qui sont lisibles et des noms de variables qui ont une relation avec leur fonctionnement. Voici quelques types de l'algorithme. On trouve booléen, qui est vrai ou bien faux, entier, réel, caractère, chaîne de caractères. Dans un algorithme de calcul, la somme de deux réels, je vais avoir besoin d'une variable pour stocker la somme de deux réels. Si je décide de nommer ces variables somme, sa déclaration est donc variable, etc. Donc ça, c'est juste une manière de vous remontrer comment on crée une variable. Bien sûr, on peut faire d'autres types, comme variable test booléen, index, entier, etc. Maintenant, regardez, si on prend les deux variables, par exemple, somme et moyenne, normalement, puisque la moyenne est réelle, la somme aussi doit être réelle. Mais si on prend le nombre entier et la moyenne réelle, dans ce cas-là, ce sera un problème. Aussi, vous allez remarquer que si je veux nommer les variables, je dois grouper ces noms de variables par catégorie, c'est-à-dire somme et moyenne sont réels, donc je vais mettre réel. Mais NB et moyen ont des types différents, donc je dois avoir des types différents. Une chaîne de caractères est toujours notée entre guillemets. Un caractère est noté entre apostrophe. Et bien sûr, pour éviter la confusion entre les nombres et des chaînes de caractères, entre les noms de variables et son contenu. Alors, le fait de déclarer une variable ne veut pas dire que cette variable a une valeur. Sa valeur, en fait, elle est indéfinie ou bien nulle. Donc, si on prend une variable réelle, on va trouver que la mémoire centrale somme, on ne connaît pas encore sa valeur, mais son emplacement existe.
Le corps de l'algorithme, c'est la partie dans laquelle on fait les tâches dont l'algorithme va exécuter. Le rôle du corps de l'algorithme est de définir les tâches, les instructions, les opérations que l'algorithme doit effectuer pour résoudre les énoncés d'un problème ou bien résoudre le problème qu'on veut programmer. Il a comme syntaxe le mot-clé début, les instructions ligne par ligne et après le mot-clé fin. Comme exemple, on trouve X reçoit 4, on demande à l'utilisateur, on donne un message, écrire la valeur, la lecture, l'écriture, puis on termine par fin. Une instruction est la détermination d'une action qui, lorsqu'elle est exécutée, modifie l'état d'un programme. On peut identifier comme instructions de base en algorithmique les instructions d'affectation, les instructions d'entrée-sortie dites aussi de communication. Alors, l'affectation, c'est mettre une valeur dans un emplacement de mémoire désigné par son nom. Syntaxe, le nom de la variable, flèche, valeur. Bien sûr, elle peut avoir une valeur comme le nom d'une autre variable ou bien la valeur d'une autre variable ou bien le résultat d'une expression. Aussi, on trouve comme exemple ici, note reçoit 15, note 1 reçoit note 2, c'est-à-dire la valeur de note 2, et moyenne reçoit note 2 fois, etc., c'est-à-dire le résultat d'une expression. Et on trouve note reçoit bonjour. La valeur effectuée doit être compatible avec le type de la affectée doit être compatible avec le type de la variable. C'est-à-dire que si je fais i est égal à 1, par exemple, i c'est un entier, 1 c'est un entier, donc c'est correct. Par contre, si je fais par exemple i reçoit 10.3 ou bien 10,3, en fait il faut mentionner que la virgule en algorithmique c'est point. Donc dans ce cas-là, c'est faux parce que i c'est un entier et 10,3 c'est un réel. Donc il faut respecter les types qu'on a déjà déclarés avant d'affecter les valeurs. Voici un exercice d'application. Par exemple, si on voit A est égal à 5, B est égal à plus 4, A est égal à plus 1, B reçoit B moins 4. Donc vous allez remarquer ici que vous avez, à chaque fois, on va voir le résultat. Donc A reçoit 5, donc on va mettre 5 dans la valeur A, dans la variable A. Puis B reçoit A plus 4, c'est-à-dire qu'on va mettre 9 dans B et 5. Et là après, A reçoit A plus 1, c'est 6, 9. Et bien sûr, B reçoit A moins 4, c'est 6 et bien sûr 2. Donc, le résultat final, c'est A est égal à 6 et B est égal à 2. Comme deuxième exercice d'application, c'est un exercice qui demande d'échanger les valeurs de deux variables, A et B. Et bien sûr, il faut quel que soit leur contenu. Donc, en général, ici, comme correction, on fait C reçoit A reçoit B, B reçoit C. C'est-à-dire on va introduire une variable intermédiaire dans laquelle on va emmagasiner une variable, puis on va restituer la variable après. Alors, les opérations sur les variables. Premièrement, il y a ce qu'on appelle un opérateur, qui est un symbole d'opération qui permet d'agir sur des variables ou de faire des calculs. Une opérande est une entité variable constante ou expression utilisée pour un opérateur. Une expression est une combinaison d'opérateurs et d'opérandes. Elle est évaluée durant l'exécution. Bien sûr, elle possède une valeur, son interprétation et un type. Bien sûr, les opérandes, par exemple, si on prend ici A est égal à A plus B, donc A c'est l'opérande de gauche, plus c'est l'opérateur, B c'est l'opérande de droite, et A plus B c'est l'expression. Si A et B sont des entiers, l'expression A plus B est un entier. Les opérateurs dépendent du type de l'opération. Ils peuvent être des opérateurs arithmétiques, plus, moins, modulo, etc. Les opérateurs logiques, non ou et. Les opérateurs relationnels, égal, inférieur, etc. Et les opérateurs sur les chaînes de caractères, comme plus, concaténation, etc. Concernant les types dans l'algorithmique, il y a le type
booléen. Alors, non ou, bien sûr, booléen, il y a l'opérateur non ou égal. Le type entier, on trouve plus, moins, multiplication, division, modulo, etc. Réel, aussi on trouve plus, moins, etc. Parce que ce sont des chiffres qui sont numériques. Et on trouve les chaînes de caractères qui est plus et égal. Plus étant la concaténation des chaînes de caractères, on peut aussi la remplacer par le et commercial. Et il y a égal qui est comme une sorte de comparaison entre deux chaînes de caractères, si c'est vrai ou pas. Ça veut dire si les deux chaînes de caractères sont égaux, c'est vrai. S'ils ne sont pas égaux, c'est faux. Bien sûr, ici, on va avoir un exemple d'utilisation des variables. Bien sûr, on va trouver si A, bien sûr, A reçoit 2, B est égal à 3, l'expression A plus B est égale à 5. Donc, si on fait bonjour plus tout le monde, donc on aura bonjour tout le monde. Si A, 11 division 2, c'est 5, 11 modulo 2, c'est 1. Bien sûr, A, non A, c'est faux. Et si A est faux, le non A est vrai. Bien sûr, on trouve d'autres exemples ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la table de vérité. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les opérations sur les variables, la notion de priorité. Alors, la notion de priorité, ça veut dire si on a une suite on va dire une suite d'opérateurs, alors on a une sorte de priorité. Donc ici, par exemple, si on veut faire cet exemple 2 plus 3 fois 7, alors là, on va commencer par la multiplication qui devance la sommation. Donc 7 fois 3 plus 2. Sinon, pour mieux avoir le résultat qu'on veut, on peut utiliser les parenthèses pour orienter le calcul. Dans ce cas-là, 2 plus 3 fois 5 fois 7, qui est 35. Bien sûr, ici, un exercice d'application qui est le produit de cet algorithme A, B, C. Alors, on a ici A est égal à 4, 2, 3 et B est égal à 1, 2. Donc, C reçoit A moins B. Bien sûr, le résultat, ça sera faux parce que normalement, on ne peut pas faire on peut pas soustraire de chaînes de caractères. Par contre, on peut faire la concaténation de deux chaînes de caractères en utilisant plus. Dans le corps d'un algorithme, il y a ce qu'on appelle les instructions d'entrée-sortie. Le rôle d'une instruction de sortie permet de restituer une valeur. Généralement, cela consiste à un texte dans un programme standard ou bien une image dans un système qui est avancé. Alors, pour la syntaxe qu'on utilise, c'est écrire entre parenthèses valeur ou bien variable ou bien expression. Exemple, écrire 4, écrire variable, etc. Pour les instructions, l'instruction d'entrée, elle permet d'introduire une valeur dans une variable. Entre parenthèses, en général, on utilise la syntaxe dire, entre parenthèses, le nom de la variable. Donc, si on comme exemple ici, lire note. En effet, lorsqu'on va faire cette instruction, l'utilisateur va être invité à saisir une valeur dans l'algorithme. Après, il va utiliser cette valeur pour son traitement. En général, on utilise les variables, on utilise un message d'affichage avant d'utiliser l'option de lecture pour mieux aider euh, l'utilisateur à, à savoir ce qu'il doit saisir. Par exemple, saisir l'âge, saisir l'adresse, saisir le mot de passe, etc. Écrire, bien sûr, exercice d'application, écrire un algorithme qui demande un nombre entier à l'utilisateur, puis qui calcule et affiche le double de ce nombre. Bien sûr, ici, on trouve algorithme, calcul, double, etc. On déclare les variables A et B. Bien sûr, on connaît la valeur A parce que c'est l'utilisateur qui va la saisir.
et on a B est égal 2 fois A, bien sûr écrire le double de A et B, etc. Et là, bien sûr, écrire un algorithme qui calcule et affiche la circonférence et la surface d'un cercle, bien sûr. Voici le calcul, c'est-à-dire on connaît pi, le rayon c'est la valeur qu'on va entrer, la circonférence et la surface on va les calculer. Donc pi c'est 3,14. Écrire le rayon, bien sûr lire le rayon et on va bien sûr faire les affectations et après afficher le résultat en utilisant écrire. Maintenant, les instructions de base d'un algorithme peuvent être en fonction de leur enchaînement, c'est-à-dire que lorsqu'on a plusieurs instructions, ils sont enchaînés avec un certain ordre, ou bien linéaire, schéma alternatif ou bien conditionnel, ou bien schéma itératif ou bien répétitif. Bien sûr, dans un schéma linéaire, en général, on suit l'ordre du début jusqu'à la fin. Exemple, ici x reçoit 4, écrire, bon exemple, donner la valeur y, lire y, écrire x plus y. Le schéma alternatif ou conditionnel permet d'exécuter des instructions en fonction d'un certain nombre de conditions. C'est-à-dire si la condition est réalisée, on fait une partie, sinon on fait l'autre partie. Bien sûr, la syntaxe, c'est si conditions, alors instruction, fin de si. Ou bien, on peut faire ce qu'on appelle une condition imbriquée en introduisant l'instruction sinon. Si condition, alors instruction, sinon, fin si. Bien sûr, ici, on veut afficher un message quand x est positive. Si x est strictement positive, alors écrire x est positive, fin de si, etc. Alors ici, si x, par exemple ici, l'exemple c'est si x est strictement positive, alors écrire x est positive, sinon x est négative. C'est-à-dire que si x est strictement positive, on aura le premier message. Dans le cas inverse, on aura le deuxième message, mais pas tous les deux. Alors là, on peut aussi faire ce qu'on appelle l'imbrication des conditions. C'est-à-dire que, en utilisant, par exemple, x strictement supérieur à 0, sinon, alors dans le cas contraire, on peut faire certaines conditions. C'est-à-dire x est égal à 0, etc. On appelle ce cas ainsi imbriqué. Vous allez remarquer ici qu'on a ici si, et on a ici fin de si. Mais le deuxième si commence ici et se termine ici. Donc, on a ce deuxième fin de si est important. Bien sûr, ici, écrire un algorithme qui demande un nombre entier à l'utilisateur, puis est testé et affiche s'il est divisible par 3. Bien sûr, ici, tout simplement, on va écrire un algorithme. On va déclarer un entier n, puis on va lire cette variable n. Et là, on va tester. Si le modulo de 3 est égal à 0, ça veut dire qu'il est divisible, on va afficher le message. Sinon, on va afficher l'autre message, ça veut dire qu'il n'est pas divisible. Aussi, écrire un algorithme qui calcule le maximum de deux réels A et B. Bien sûr, ici, on a si A est strictement inférieur à B, max reçoit A, sinon max reçoit B. Ou bien, on peut faire la deuxième solution, affecter le maximum à une variable et tester s'il est toujours le maximum avec l'autre variable. Aussi, on a ce qu'on appelle un exemple de calcul d'un prix en fonction du nombre de copies. Donc ici, vous allez remarquer que lire copie, par exemple, si la copie est strictement inférieure à 10, prix est égal, etc. Sinon, si copie strictement inférieure à 20, alors prix, etc., etc. Donc, ça, c'est un si imbriqué, c'est-à-dire on a le premier si. Sinon, bien sûr, on trouve ici fin de si. Vous allez remarquer ici l'indentation. Puis on a si copies strictement inférieures à 20. Sinon. Le deuxième cas, ce qu'on appelle le schéma alternatif ou conditionnel. C'est-à-dire ici, c'est quoi? Alors, K variable vaut, donc tout simplement, au lieu de faire des tests imbriqués, par exemple, si la valeur de la variable est égale à la valeur 1, on va faire le premier message. Si la valeur est égale à la valeur de la variable 2, etc., jusqu'à la variable n. Bien sûr, ici, on utilise K en fonction des cas. Aussi, on trouve ici début, bien sûr ici lire,
si A est égal à 3, alors A est égal à plus 1, sinon A est égal à 7. Si, bien sûr, en fonction de A, on va calculer. Maintenant, on va voir que ce même cas, par exemple, A est égal à 3, ça veut dire à cette condition. A est égal à 7 veut dire cette condition. Et bien sûr, dans chacun des cas, on va faire un traitement particulier. En général, seule une partie des schémas conditionnels peut être traduite en schéma conditionnel KO, c'est-à-dire lorsqu'on a des imbrications. Par exemple, si on a plusieurs cas supérieurs à 3, donc on peut faire ce cas-là. Un troisième exercice d'application, c'est concernant les notes. Donc les notes de 10 à 12, c'est moyen. C'est moyen. Passable, de 12 à 14, assez bien. De 14 à 16, bien, moyenne, etc. Alors là, vous allez remarquer qu'au lieu de faire des imbrications, on va faire des cas. Alors note, normalement ici K note, c'est juste une erreur de frappe. Alors note strictement supérieure à 10 et note inférieure à 12. On n'a pas ça, passable, etc., jusqu'à arriver à très bien. Maintenant, les instructions de base d'un algorithme aussi peuvent appartenir à ce qu'on appelle des schémas itératifs ou répétitifs. Bien sûr, dans un schéma itératif, on peut répéter la même action plusieurs fois. Alors, on peut appeler ça comme une boucle. Alors, on sait que l'écriture d'un boucle, d'algorithme, alors, si on connaît le nombre de fois, on utilise pour. Et si on ne connaît pas le nombre de fois dont la boucle va tourner, on utilise tant que ou bien boucle répétée tant que. Dans cette boucle, on sait à l'avance le nombre d'itérations à faire. La sortie de la boucle s'effectue dans le nombre souhaité, bien sûr, 10 fois, 1 fois en général. Alors, pour utiliser la boucle pour, on a besoin d'une valeur initiale, valeur finale et un pas de variation. Bien sûr, pour variable est égal valeur initiale à valeur finale de pas t. Alors, en général, on utilise faire et on fait ce qu'on appelle les instructions. C'est-à-dire que variable va recevoir la valeur initiale qui va s'incrémenter jusqu'à arriver à la valeur finale en utilisant un pas p. Par défaut, en général, c'est 1. Alors, bien sûr, on peut faire aussi notre syntaxe pour variable allant de valeur initiale à valeur finale répétée. Alors, déroulement de la boucle pour. Pour i est égal à 1 à 10, écrire bonjour, fin pour, bien sûr ici. Vous allez remarquer ici que normalement on commence par la valeur initiale. On teste si la valeur i est strictement inférieure à la valeur finale. Si c'est vrai, on refait. Si c'est, en fait, je corrige. Si c'est pas vrai, alors si c'est toujours inférieur à la valeur finale, on retourne. Sinon, on va vers la fin. Alors, toujours, si on prend la valeur, on la compare avec la valeur finale. Si la valeur est inférieure à la valeur, si la valeur du compteur est strictement supérieure à la valeur finale dans le cas d'un pas positif, on sort de la boucle avec l'instruction qui suit fin pour. Sinon, on répète. Bien sûr, on incrémente toujours le pas pour arriver à la valeur finale. On recommence l'étape de la comparaison entre compteur et finale et de nouveau effectuer ainsi de suite. Le nombre d'itérations pour est connu avant le début de la boucle. Bien sûr, le compteur est une variable de type entier. Elle doit être déclarée. Le pas, c'est la fréquence avec laquelle la valeur initiale est
incrémenter pour arriver jusqu'à la valeur finale. Exemple, pour i de 1 à 100, écrire donner une note. Bien sûr ici, fin pour écrire i. Alors ici de 1 à 100, de pas 1, faire écrire, bien sûr donner une note, lire x. Bien sûr ici à chaque itération, on ajoute à 1 à i, bien sûr dans le cas ici de cet exemple. Alors si on prend l'exemple ici, pour i est égal à i jusqu'à 6 à 8, faire bien sûr ici, ça va s'afficher 3 fois, 6, 7 et 8. Mais dans ce cas-là, ça ne va pas s'afficher parce que déjà 10 est strictement supérieur à 8, chose qui n'est pas faisable de faire. Exercice donnait le résultat de l'exécution de l'algorithme suivant. Alors l'algorithme affichage, variable i, etc. Pour i est égal à 6 jusqu'à 8, calculez la valeur. Bien sûr ici on aura 6, 7, 8 et 9. Alors pourquoi on a obtenu 9? Parce que tout simplement, vers la fin, i a eu 9 et lorsqu'il a voulu faire le test, c'est strictement supérieur à 8, donc automatiquement c'est 9. Bien sûr, ici on a 1, 3, 5, 7 et 19 parce que ici normalement, toujours on va afficher le pas mais plus 10. Donc ici on aura écrire la valeur de i, enfin pour, écrire la valeur de 10 parce que lorsqu'on arrive à 9 on va ajouter 10 et ce sera 19. Alors ici, on va écrire un algorithme qui affiche 100 fois la phrase je dois absolument, etc. Alors ici, pour it de 1 à 100, normalement, je vais écrire mon message. Puisque je n'ai pas déterminé le pas ici, le pas c'est par défaut 1. Un autre exemple, écrire un algorithme qui affiche les entiers impairs de 1 à 100, tout simplement pour i de 1 jusqu'à 100, de pas 2, faire, écrire i, bien sûr ici. On aura ici 1, 50, etc. Maintenant, écrire un algorithme qui fait la somme de 1 à n, tel que n est un entier saisi par l'utilisateur. Tout simplement ici, on va ici entrer la somme. Bien sûr, somme, au départ, elle est nulle. On va entrer un chiffre n le nombre de fois. Et là, on va faire de 1 jusqu'à n. Et là, tout simplement, somme reçoit somme plus index. Et on a ici fin pour. Donc, ici, le 1, 2. À chaque fois, on va ajouter la valeur index qu'on a obtenue. Bien sûr, le calcul de la puissance n ou x est un réel non nul et n est un positif non nul. Donc, bien sûr, calculer ici la puissance, bien sûr, x, n ou x, bien sûr, sont non nuls. Alors, tout simplement ici, la même chose, lire, bien sûr, on a x et n, on va les lire, et puis on va faire la puissance fois x, c'est-à-dire à chaque fois, on va faire la multiplication jusqu'à arriver à la fin au résultat. Bien sûr, écrire un algorithme qui affiche le produit de tous les nombres compris entre 1 et 10. Bien sûr, ici, bien sûr, tout simplement, c'est comme une sorte de table de multiplication. On va faire une boucle imbriquée de 1 jusqu'à 10, de 1 jusqu'à 10, puis on aura ici toujours, on va faire la multiplication de j, de i fois j, c'est-à-dire pour chaque i, on va faire la multiplication 10 fois. Et vous remarquez ici qu'on a pour, fin pour, fin pour. Et bien sûr, écrire un algorithme qui affiche le produit de tous les nombres, bien sûr compris entre 1 et 10. La même chose, donc c'est le même problème.